Donc, comme je vous l'ai dit, on va vraiment aller à l'essentiel. Vous allez voir, je ne vais pas détailler tous les résultats de recherche, mais je vais vous donner euh, les résultats un peu bruts et tous les liens vers les articles qui sont disponibles. La majorité sont en open source, en open access, et pour quelques-uns, ils sont accessibles via la plateforme Kern au travers de vos institutions universitaires. Et si vous n'avez pas accès à ces articles, vous pouvez me contacter et je vous donnerai les versions préprint donc qui sont autorisées à diffuser. Donc voilà, je vous présente l'équipe actuelle, puisque moi je ne suis finalement que le coordinateur, et donc l'équipe est assez importante, même s'il n'y a que moi qui suis globalement à 100% dessus. Tous les autres sont des collègues ou des enseignants, des étudiants qui travaillent cette année, puisque notamment au niveau des étudiants, eh bien, chaque année, les projets tutorés évoluent, et donc les étudiants change, mais pour l'année universitaire 2024-2025, donc on a Patricia Fournier-Noël et Odile Solny qui sont des enseignantes d'anglais, qui travaillent plutôt sur le jeu de rôle. On a Guillaume Garçon qui interviendra tout à l'heure, qui lui est plutôt sur les jeux de société et également la méthode Lego Serious Play. Et puis ensuite, vous avez donc les étudiants, donc Louia qui prendra la parole tout à l'heure, qui est plutôt sur les wargames, Élise qui est ici, qui est sur le jeu de rôle. On n'a pas Jasmine qui est plutôt sur les jeux vidéo, notamment sur l'UANTI Mind Test. Matteo Versi qui est lui sur les simulateurs de vol avec le jeu vidéo open source Flight Gear. Et moi, je suis quand même plus spécialisé sur les wargames. Donc voilà l'équipe actuelle qui participe au projet et du team. Donc vous voyez que c'est multidisciplinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des étudiants et des étudiants jeunes, puisque Louia, par exemple, est en première année de licence. Et dès l'arrivée en première année de licence, eh bien, il participe au projet de recherche. Jasmine est en deuxième année de licence, Mathéo en troisième année et Élise en troisième année. Alors, le contexte initial de ce projet, c'est le regroupement de plusieurs dizaines de chercheurs autour de l'évolution de la formation au management. Donc, au départ, nous étions extrêmement focalisés sur les sciences de gestion et petit à petit, on s'est regroupé, mais pour travailler sur les formations des étudiants en sciences de gestion, mais ça couvrait donc d'autres disciplines. C'est pour ça que vous avez des collègues d'anglais et de français langue étrangère qui participent à ce projet, mais on est aussi ouvert à d'autres disciplines dès lors que ça permet de nourrir un petit peu nos réflexions. Donc, dans ce groupe de travail, qui est un groupe de travail de l'AIMS, c'est principale association française scientifique en management et management stratégique, eh bien, les collègues travaillent soit en ludopédagogie, soit en autre. Et bien sûr, nous sommes en ludopédagogie, mais tous les participants au projet du team ne font pas partie de l'AIMS. C'est juste le contexte initial de début de ce projet qui a mené notamment à la création de notre Game Lab, Fab Lab, GameX Lab en 2015. Alors, les grandes caractéristiques du projet et du team, c'est l'utilisation d'univers systématiquement décalés et ce qu'on appelle l'isomorphisme épistémique, c'est-à-dire que les compétences utilisées dans des jeux, dans des univers décontextualisés ou totalement décalés sont les mêmes que les compétences dont les étudiants auront besoin dans des contextes réels. Donc voilà le premier contexte. Le deuxième caractéristique, pardon, c'est l'usage unique des jeux de loisirs. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas de jeu, on ne sait pas faire, on n'a pas les compétences, nous, de game design, et donc on utilise les jeux du commerce, les jeux grand public de loisirs qu'on amène dans la formation. C'est vraiment la deuxième spécificité du projet et du team. Nous travaillons, et là c'est une originalité, puisque souvent quand on parle de jeu, on est sur les compétences, nous on travaille sur l'acquisition de connaissances. Alors bien sûr, on aborde la notion de compétences et de proto-compétences notamment, mais notre objectif, l'objectif principal, c'est l'acquisition de connaissances en management, en langue, etc. Bien sûr, on travaille sur tout ce qui est réel essai-erreur et inclusion, inclusion au sens pédagogique, et notamment par la méthodologie du team qu'on a imaginée et qu'on a prouvée en termes d'atteinte des objectifs d'apprentissage. Je vais vous la présenter rapidement tout à l'heure. Tous les usages des jeux dans les cours qu'on transforme ne sont pas évalués.
et c'est aussi une caractéristique, il n'y a pas de régulation directe, c'est-à-dire que les enseignants n'interviennent jamais dans les temps de jeu pour ne pas couper la dynamique et le flow collectif dans le jeu. Alors, vous avez un site internet, donc le site est du team. Vous avez ici un QR code. On a plus de 270 références. Alors, vous avez vraiment de tout, hein. Vous avez des articles scientifiques dans des revues classées, jusqu'à des articles de blog ou des articles dans des magazines comme Vaevictis ou Louia, justement, écrit tous les 2 mois un article autour des wargames. Alors, la première chose qu'on a mis en place pour supporter nos expérimentations ludopédagogiques, eh bien, ça a été ce Fab Lab, le Gimmicks Lab, donc, qui a été créé en novembre 2015 et qui regroupe une ludothèque. On a plus de 820 jeux et c'est vraiment l'endroit où on expérimente avant de mener en cours, hein, avant d'aller en cours. Donc là, vous avez pour le coup des exemples de cours, mais ça vous montre le spectre, le large spectre des jeux qu'on dispose, donc jeux vidéo, des jeux de rôle, des wargames, jeux de société. Et puis, donc, le GameX Lab a remporté, et le projet du team, hein, on a remporté des dizaines de prix jusqu'aux prix internationaux, puisque le projet du team, avec le GameX Lab, a été reconnu comme l'une des 10 plus grandes innovations pédagogiques mondiales en 2021. Alors, la première chose, après avoir conçu cet outil, donc ce tiers-lieu, ce GameX Lab, ça a été d'identifier les techniques ludopédagogiques. Que font les enseignants avec les jeux? Donc, on a mené une recherche avec Isabelle Vendangeon de Rumé sur l'identification des techniques ludopédagogiques. Donc, on en a trouvé 9 et pour l'instant, eh bien, tout rentre encore dans ces 9 techniques. Donc, je ne vais pas les définir, hein. Vous allez sur l'article qui est juste avant, hein, en bas. Cet article est en libre accès Open Science. Et donc, les 9 techniques que nous avions identifiées, c'est l'activité pédagogique gamifiée, la simulation gamifiée, le jeu sérieux éducatif, les fameux serious games, le détournement qui soit intégral ou partiel, c'est le serious gaming, l'apprentissage par la conception de serious games, de jeux sérieux, la ressource prétexte, l'apprentissage ludique incident et le métajeu. Le métajeu qui fait d'ailleurs, vous allez voir, l'office d'un travail d'approfondissement pour qu'il devienne pédagogique. Donc nous travaillons principalement sur le serious gaming, c'est-à-dire le détournement des jeux dans la formation. Alors, comment on choisit nos jeux? Ça aussi, ça a été un résultat de ce travail qu'on trouve dans cet article scientifique. Eh bien, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il soit décontextualisé, il faut que l'univers soit décalé. Il faut qu'il y ait de l'agentivité, c'est-à-dire la liberté d'action des joueurs, des participants, et ce qu'on appelle l'intercréativité, c'est-à-dire la construction collective de l'histoire, pour engager tout le monde. La transparence, c'est pour ça qu'on a très peu de jeux vidéo, puisque ben, la transparence, il faut savoir pourquoi on a gagné ou pas, hein, la partie. Le découplage, eh bien, il ne doit y avoir aucun lien entre l'apprentissage et les règles du jeu. Il ne faut pas, parce qu'on perd au dé, eh bien, qu'on n'apprenne pas, hein. C'est ici, c'est ce terme de découplage ici. La flexibilité scénaristique, utiliser un même jeu pour différents cours. Et la faisabilité matérielle logistique, ce qui est intéressant, c'est que je ne mets pas le prix, puisque globalement, quand on travaille avec des logiciels open source, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien en termes d'acquisition. Et puis les jeux sont globalement peu chers, puisque pour des jeux de rôle, par exemple, en cours d'anglais, on a acheté 10 livres de base et on tourne dessus depuis 5 ans. Alors, la méthodologie que nous avons conçue, la méthodologie EduTeam, donc c'est une réingénierie complète des cours. Nous avons constaté dans nos travaux que l'intégration d'une séance de jeu dans un cours n'avait aucun effet et était même plutôt frustrant pour les apprenants, à moins que ce soit qu'une petite information, bien sûr. Mais généralement, les rôles sont différents dans un jeu, et donc, tout le monde ne peut pas passer dans tous les rôles. Donc, notre méthodologie, c'est la conversion intégrale de cours en méthodologie expérientielle. Donc, la méthodologie ici, elle est extrêmement simple. C'est le cycle de l'apprentissage expérientiel de Kolb. La seule chose, c'est que les critiques principales de Kolb, c'était que on n'apprend pas que par l'apprentissage, notamment à l'université, pas l'apprentissage, pardon, par l'expérientiel, notamment à l'université. Donc, il faut intégrer différents apports théoriques, mais sans transmission directe, comme on peut l'imaginer dans une formation un petit peu plus magistrale.
Donc, les cours sont complètement convertis en cycle de l'apprentissage expérientiel et c'est là où il y a le réel essai-erreur, puisque chaque étudiant va prendre le rôle de 2, 3 fois manager, 2, 3 fois observateur, 2, 3 fois collaborateur, et donc va pouvoir se tromper et pouvoir recommencer plus tard. Et il est inclusif au sens pédagogique, puisque tous les étudiants prendront tous les rôles, ce qui évitera une frustration d'intégration d'une séance de jeu dans un cours. Les résultats principaux, eh bien, c'est que la décontextualisation est efficace. Il y a désinhibition des apprenants face au savoir savant. Les objectifs d'apprentissage ont été prouvés. Nous avons prouvé sur de multiples cours, sur de multiples promotions, qu'il y avait apprentissage juste en utilisant notre méthodologie. Et pour le coup, les résultats sont assez exceptionnels puisqu'on arrive avec des moyennes de 15 générales dans les classes, alors que d'habitude, on était plus à 12, 13. Néanmoins, ce d'habitude n'a pas été mesuré. C'est-à-dire que nous n'avons pas cherché à dire que notre méthodologie était meilleure qu'une autre. Nous avons simplement cherché à prouver qu'elle fonctionnait. Donc, c'est quelque chose qu'on met dans son bagage de formateur en plus. Ce n'est pas forcément comparatif. 3 types de jeux sont vraiment ressortis du lot pour réussir cette méthodologie. Les wargames sur table, les jeux de rôle sur table, hein, type Donjons et Dragons, et les jeux vidéo multijoueurs type bac à sable, comme Minecraft, en fait Minetest, la version open source qui s'appelle maintenant Luanti. Alors maintenant, je vais faire quelques focus assez rapides, vous allez voir, sur l'usage des jeux de rôle dans les cours de langue. Donc, différents jeux de rôle, des jeux de rôle type Donjons et Dragons avec maître du jeu, ou des jeux de rôle sans maître du jeu comme Fiasco, par exemple. Et donc là, avec les collègues d'anglais, là encore, on a prouvé qu'il y avait acquis. Alors là, pour le coup, c'était plutôt un travail de compétences. Donc que le jeu de rôle permettait de développer certaines compétences langagières et surtout s'adapter parfaitement à la pédagogie actionnelle, qui est la pédagogie euh, qui est soutenue par le Conseil de l'Europe pour apprendre une langue. C'est-à-dire que globalement, si vous prenez la définition de la pédagogie actionnelle, c'est la même définition que le jeu de rôle. Donc ça marche très bien. Donc vous avez un article ici en anglais qui est sorti très récemment et il va y en avoir un autre qui va sortir dans les jours à venir sur la revue Anglais de spécialité qui sera en français, si vous préférez. On aborde à peu près les mêmes thèmes, mais il y en a un qui est plutôt en anglais et un plutôt en français. Mais le sujet sera le même. Ensuite, on a travaillé sur les FLOSS. Donc, les FLOSS, c'est les Free Libre Open Source Software. Donc, les jeux vidéo open source et gratuits. Donc, Mindtest, Luanti maintenant, Flight Gear et d'autres. Et le lien avec l'innovation frugale. Donc là, on s'est rendu compte que bien des jeux vidéo de type Floss sont moins gourmands en ressources, permettent d'être diffusés beaucoup plus largement et donc rentrent aussi dans certains objectifs de développement durable. Donc vous avez un article qui a été écrit avec un étudiant de master à l'époque sur l'usage des Floss, mais il va y avoir d'autres articles d'ici quelques temps encore plus développés. On a aussi prouvé le lien entre l'intercréativité et le flow. Donc ça, c'est un article qui vient juste de sortir dans une revue classée. Donc vous pouvez l'avoir sur Kern. C'est un de ces articles que je pourrais vous fournir en version préprint si vous le souhaitez. On a prouvé que dans les jeux, notamment les wargames, on avait de l'intercréativité, donc c'est-à-dire la co-construction de l'histoire. Et donc cette intercréativité permet d'atteindre le flow collectif en classe, bien sûr. Et ce qui a été intéressant dans ce travail, c'est qu'on a également prouvé qu'il y a l'atteinte du flow collectif à l'unanimité, même si le flow individuel n'est pas atteint. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, on entend dire que les jeux, certains étudiants ne rentrent pas dedans. Effectivement, certains ne rentrent pas dedans, mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'empêche pas dans un cadre d'intercréativité, donc où tout le monde doit participer, ça n'empêche pas l'atteinte du flow collectif. Et ça, c'est un résultat particulièrement intéressant pour l'usage de jeux en formation, dès lors qu'il y a un étudiant ou un apprenant qui semble être un petit peu à l'écart. Ce n'est pas parce qu'il sera à l'écart qu'en fait, collectivement, il n'y a pas un bon fonctionnement d'équipe. Alors maintenant, je vais aller sur les projets en cours et futurs. Alors, sur tous ces projets que je vais vous présenter, il y a déjà eu des textes où il va y avoir des textes. Alors, ce ne sont pas des textes dans des revues importantes, mais vous avez commencé à avoir déjà des résultats.
Alors, le premier travail donc, qui fait suite à une expérimentation il y a quelques semaines, c'est une méthodologie de Wargame Analytic. Alors, le Wargaming Analytic, c'est l'usage des wargames, pas forcément guerriers, hein. Les wargames intègrent les peace games, les politique games, etc. Mais bon, on utilise le terme global. Donc, le Wargaming Analytics, c'est l'usage des wargames pour répondre à une problématique de recherche ou une problématique opérationnelle. Donc, c'est un dispositif de recherche, mais qui n'était pas encadré par une méthodologie rigoureuse de recherche. Et donc, nous avons, avec Juliette Freddy, imaginé une méthode rigoureuse de recherche autour du Wargame Analytics, s'appuyant sur l'enquête coopérative de Héron, dans le cadre d'une recherche qualitative, et notamment où on intègre la méthode Lego Serious Play pour les parties réflexives. Et donc les résultats ont été particulièrement intéressants, mais vous voyez que ça reste dans un projet en cours, puisque c'est très artificiel, ça a été fait avec des étudiants, pas avec des personnes qui ont vraiment besoin de résoudre une problématique. Donc on a plutôt testé la méthode pour maintenant l'amener dans le monde professionnel. Et ça, ce sera fait à partir de la rentrée prochaine. On utilise aussi un JDR qui vient juste de sortir, qui nous a été fourni gracieusement par les 12 singes, donc le jeu de rôle Babel. Le jeu de rôle Babel est assez intéressant puisqu'en fait vous jouez des biblionautes, c'est-à-dire des joueurs enfin des personnages qui vont voyager dans les livres. Et donc on a fait deux sessions avec deux livres, donc le Chevalier Ségurant et Antigone. Et on a voilà, cherché à on a envoyé voyager les étudiants dans les univers pour leur faire découvrir des œuvres littéraires d'une manière interactive. Donc là encore, ça a été un succès phénoménal. Néanmoins, on l'a testé que 2 fois, avec 4 étudiants à chaque fois. C'est du jeu de rôle classique. Donc il va falloir qu'on renouvelle largement l'expérience. Début avril, on va faire une troisième expérience avec le jeu Fahrenheit 451 pour avoir un autre univers. Et dès l'année prochaine, on va le tester en mesurant l'acquisition de connaissances. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on s'intéresse surtout sur la partie qualitative. Est-ce que cela fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que cela fonctionne? Est-ce que les étudiants apprécient, etc. Mais l'année prochaine, on va vraiment chercher à mesurer l'acquisition de connaissances de ces œuvres-là. Voilà. Troisième point sur lequel on travaille, c'est l'évolution des plateformes donc Floss. Donc on en a deux. On a Mindtest, l'UANTI, hein, qui est un équivalent de Minecraft, et on a FlightGear et OpenRadar, qui est un équivalent de Microsoft Flight Simulator, donc qui est un simulateur de vol. Donc ces deux logiciels sont utilisés de manière opérationnelle dans les enseignements depuis des années, mais nous cherchons maintenant à développer des add-ons pédagogiques spécifiques et notamment, vous l'apprenez en avant-première, donc nos étudiants, ce sont des étudiants qui ont réussi à connecter Mindtest à un système d'information géographique open source également, et qui permet donc d'avoir une plateforme d'apprentissage sur les systèmes d'information géographique. Donc on a l'évolution de ces outils-là, et surtout, comme nous sommes dans des dispositifs FLOSS, tout sera en libre accès et distribué gratuitement via des plateformes comme EduTeam ou GitHub, pardon. Enfin, le dernier travail que nous menons, ça a commencé l'année dernière lors du colloque Ludopédagogie à Caen. On a présenté le méta-jeu pédagogique. En fait, le méta-jeu, vous savez, c'est tout ce qui se passe autour du jeu un petit peu, mais qui est dépendant de chaque individu hein, par rapport à son intérêt du jeu. Eh bien, on a commencé à construire une méthodologie ludopédagogique de méta-jeu pédagogique, c'est-à-dire on va profiter des jeux pour faire développer des connaissances, voire des compétences, plutôt des connaissances, de manière indirecte. Ce méta-jeu pédagogique commence à être conceptualisé, et donc il fera office d'un chapitre qui est en finalisation dans l'ouvrage qui fait suite justement au colloque de Caen et qui devrait paraître l'année prochaine. Mais d'ici là, il y aura d'autres communications sur ce travail. Maintenant, je fais la petite pub pour le colloque international Game Evolution qui a lieu chaque année, donc avec Antoine Chollet. On organise ça, donc Antoine est de Montpellier.
Le colloque Game Evolution est toujours gratuit depuis 9 ans. Il est en ligne depuis la crise, la pandémie de la Covid. On n'est jamais revenu en présentiel, notamment parce que, eh bien, on est passé de 50 personnes en présentiel à plus de 700 en distanciel. Donc, on reste en distanciel. Donc, voilà, vous avez le lien pour vous inscrire. Je crois que les inscriptions ont commencé. On est passé sur une seule journée, on se recentre sur notre discipline maintenant pour pas être en concurrence avec ce qui se fait à Caen, hein. Caen est multidisciplinaire, nous on reste sur les sciences de gestion. Et donc on est passé sur une journée, on a reçu 20 communications, et donc ça va être une journée toujours riche en apprentissage. Voilà, donc pour moi, je vous remercie de votre attention. Donc, je suis vraiment allé focus sur nos résultats, sur les articles, sur nos projets. Et maintenant, je vais donner la parole à Guillaume en lui activant bien sûr son micro pour qu'il puisse prendre le lead. Ensuite, les deux étudiantes prendront la parole et nous aurons un petit quart d'heure de questions avec grand plaisir. Merci de votre attention. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que Philippe, tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez Ouais, bien? Très c'est bien. parfait. Je te Merci. laisse, je te laisse dérouler puisque j'ai juste 5 minutes le petit PowerPoint que je t'ai passé et je pourrais donner une adresse pour le récupérer si certains sont intéressés. Donc le projet JAD, Jouons à distance ensemble, est à destination des élèves internationaux qui apprennent le français langue étrangère à l'université Paris-Est Créteil. Il est également possible de l'utiliser pour tout type de langue. De quoi s'agit-il? Euh, Comme Philippe l'a dit, la crise de la Covid a apporté un grand coup aux cours de langue et nos cours ont été très désorganisés avec quasiment trois quarts des cours qui avaient lieu à distance et des étudiants qui n'étaient plus présents sur les cours en ligne. Et j'ai essayé, tenter de les rassembler, de les remotiver à revenir dans nos cours à distance, justement en insérant des capsules ludiques dans les cours plus lourds, plus magistraux, comme des cours de grammaire ou d'expression écrite. Euh, les étudiants ont apprécié justement cette initiative d'essayer de les remettre en réseau. Il faut imaginer que certains étudiants ne se connaissaient même pas de présentiel, hein. On a eu des rentrées où ils étaient tout de suite en distanciel. Et le jeu développe des compétences de compréhension orale, d'écoute sur les autres, d'expression orale, également des compétences d'écoute. Et permettent énormément de choses comme maîtriser son stress ou s'exprimer justement en étant capable d'improviser. J'étais pas tout seul dans ce travail puisque semaine après semaine, mois après mois, certains de mes collègues de langue, de français langue étrangère, mais aussi des collègues de l'étranger m'ont donné leur confiance et tous ensemble, on a essayé de réfléchir à l'adaptation de différents jeux donc, issus du commerce pour pouvoir les utiliser en classe, d'abord à distance et ensuite en classe présentielle. Partenaire principal de cette expérimentation EduTeam, grâce à qui nous avons obtenu un financement dans le cadre d'un appel transformation pédagogique de quasiment un tiers du budget, 1 300 euros, qui nous a permis d'avoir pas mal de jeux de société à tester. Alors j'ai également de mon côté emprunté des jeux dans une ludothèque à Bonneuil-sur-Marne et également fait appel à un Didacto, qui est une société de vente de jeux éducatifs. Les jeux, je les utilisais principalement donc, en cours classique, entre deux sessions un peu lourdes. Donc des jeux de type petit bag, des jeux de vocabulaire, des jeux d'expression orale. Mais j'ai eu la chance aussi ces années-là d'avoir un cours qui s'appelait Projet semestriel, dans lequel j'ai pu, pendant 1 heure et demie, me poser à intégrer euh, des, euh, des séances ludiques avec en général 3 à 4 jeux en 1 heure et demie. Vous avez donc à l'image justement des séances avec mes étudiants. Euh, les niveaux de compréhension de ceux-ci étaient différents. Ça marche quand même très bien à partir du A2, B1. B2, c'est idéal.
si ces termes vous disent quelque chose, mais vous êtes aussi passé par l'apprentissage des langues. Comme l'a dit Philippe tout à l'heure, on expérimente sans entraver, en essayant de prendre un maximum de notes. Et le débrief est d'une importance capitale. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la partie où on réappropriait les apprentissages en demandant à mes étudiants de préparer des cartes pour soit la séance prochaine, soit pour les groupes. Il y avait énormément de jeux de cartes. C'était assez simple matériellement de pouvoir demander aux étudiants de préparer justement des défis pour les camarades. Alors, il y a un jeu sur lequel je vais faire le petit focus qui s'appelle Duplique. C'est un jeu de dessin, mais l'originalité de ce jeu, c'est qu'une personne va décrire à l'oral ce qu'il voit sur l'image. Les autres, bien sûr, ne voient pas. On est à distance, donc on a utilisé un logiciel issu de Kahoot de dessin. Donc vous avez sur la slide précédente l'image que l'étudiant devait décrire, hein, un homme sur 3 pommes, et vous avez à droite donc les différentes dessins des étudiants. Et après, il y a un système de points où la personne, si elle a bien décrite ce qu'elle a vu, permet de donner des points aux camarades. Voilà, donc ça c'est un exemple. On a plus de 150 jeux testés que dont vous pourrez obtenir les références en allant sur le site MyLudo. J'utilisais aussi une chaîne YouTube non répertoriée pour enregistrer des parties, principalement de cartes ou des dés, qui permettent justement aux étudiants, là aussi, de pouvoir lancer des parties par eux-mêmes, hein, en autonomie. Voilà, le site MyLudo qui, moi, me permet de répertorier les différents jeux utilisés. Et voilà, vous aurez l'occasion. Donc l'expérimentation marche évidemment dans des groupes restreints, c'est idéal. J'ai beaucoup apprécié le fait d'avoir une séance d'1h30 dans laquelle j'avais le temps de me poser et d'avoir une période de débriefing avec les étudiants. Alors au début, comme vous voyez à l'image, c'était un peu exotique comme installation. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai amélioré un petit peu le protocole et l'usage d'une petite caméra déportée est assez intéressant à cet égard. Je poursuis actuellement ce projet. Donc, il y a certains de mes collègues, notamment à Champs-sur-Marne, qui l'ont présenté lors d'un colloque en Finlande. Et puis, comme vous le savez, il y a plus de 1000 jeux qui sortent chaque année. Donc, je suis toujours en train de tester d'autres jeux pour continuer ce travail de recensement de jeux utiles en classe de langue. Voilà, Philippe, très rapidement, avec un article qui est sorti sur magazine Plateau, magazine dédié aux jeux de société. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, je tiens à préciser que Guillaume est quand même l'un des contributeurs principal d'EduTeam. Alors, il y a 26, je pense qu'il y en a plus que ça de Guillaume sur EduTeam parmi les 270. Je me demande si on n'est pas à plus de 70, mais enfin bon. Voilà, en tout cas, Guillaume est un grand contributeur du projet EduTeam. Merci à toi, Guillaume, de t'être rendu disponible pour venir parler de Jade. On va donner maintenant la parole. Je vais commencer par la première. Donc, Louia, étudiante en première année de licence économie et gestion dans le parcours informatique et management. Donc, si Louia arrive à activer, voilà. On vous écoute, Louia. Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir parler avec vous aujourd'hui de mon expérience autour du wargaming. Alors, il faut savoir que je n'avais encore jamais touché à ce type de jeu auparavant. J'ai découvert ça cette année, en L1, lors d'une séance qui a été organisée par Monsieur Lépinard, sur une semaine, lors de la semaine de pré-rentrée, où toute notre classe s'est retrouvée par petits groupes de 3 pour travailler sur des wargames publiés par Vaevictis. Donc le mien, c'était la guerre de l'Ogaden, donc un conflit historique entre l'Éthiopie et la Somalie, dont je n'avais jamais entendu parler avant. Et donc cette première expérience m'a permis de découvrir un type de jeu qui permet de solidifier du coup des connaissances sur l'histoire et également aussi de créer des liens avec des camarades de classe, puisque ça a beaucoup favorisé les premières interactions sociales qu'on a pu avoir avec les autres L1.
Par la suite, j'ai pu, devenir rédactrice pour Byvitis, donc des articles. Cela m'a permis, eh bien, notamment de développer des compétences en termes de rédaction. Voilà, le premier article qu'on a pu faire. Ah non, c'est notre article sur l'altitude celui-là. Hem, donc ça m'a permis, eh bien, de développer des compétences en termes de communication également. Hem et c'était, quelque chose que j'aimais déjà par moi-même, écrire, donc parfait. J'ai également pu, faire une partie avec, Élise, donc sur Twilight 2000, un jeu qui mêle le wargame et le JDR. Donc ça a été une expérience vraiment sympathique où on a pu, eh bien, animer une session avec, des participants, donc des autres étudiants de la formation qui, eux aussi, ne sont pas très familiers, des, wargames et des jeux de rôle. Et on a pu après, en ayant, recueilli leurs témoignages, eh bien, se rendre compte que, eh bien, ce type de jeu permet véritablement, eh bien, de favoriser la créativité et de voir que, eh bien, ça plaît beaucoup aux étudiants. Hem, une autre expérience, ça a été, ma partie de Red Dust Rebellion avec Monsieur Lépinard. Ça a été mon premier jeu coin, en anglais de surcroît. Et donc ça a été un défi assez stimulant parce que, voilà, Red Dust Rebellion, c'est un jeu, qui met en place, eh bien, une insurrection sur Mars. Donc, un environnement assez, futuriste, qui travaille, notamment, hem, à favoriser, eh bien, comment on peut mettre en place, des mécaniques de jeu qui, parlent de la politique et pas seulement peut-être que du conflit? Donc, le wargame, c'est pas seulement, des guerres, des conflits, c'est aussi, ça implique aussi une dimension politique, économique et plein d'autres éléments. Hem, de plus, notre projet wargaming, prend une nouvelle dimension, une nouvelle ampleur cette année, pile quand j'arrive, puisqu'on lance une troisième saison. Jusqu'à présent, nos articles se focalisaient beaucoup sur, les retours des étudiants, voilà, sur leur première re découverte, leur première approche avec le wargame. Désormais, on va avoir une approche qui va être plus approfondie en explorant, eh bien, des thématiques, transversales à travers différents wargames. Et donc, monsieur Lépinard a pu vous montrer précédemment, notre, 1er article de cette saison qui porte sur l'altitude, que je vous recommande. Enfin, il y a peu de temps, j'ai pu organiser une séance de jeu avec des étudiants en troisième année du parcours informatique et management, où on a travaillé sur, eh bien, des wargames portant sur le thème de la guerre froide. Et donc, eh bien, les étudiants, quand on a pu, récupérer, leurs différents témoignages, ont pu, eh bien, renforcer ou bien, ajouter des connaissances sur, des événements historiques, importants qu'on voit à l'école, mais qui permettent donc, on s'est rendu compte du coup que le wargame permet véritablement, eh bien, de solidifier des connaissances, sur l'histoire. Et donc, eh bien, je me rends compte avec, ce projet, ludopédagogique, eh bien que, on développe énormément de compétences, que ce soit, des compétences analytiques, heu, en termes de rédaction, d'animation de groupe ou bien de prise de parole et donc que ça dépasse vraiment le simple, divertissement. On peut donc donner la parole. Merci beaucoup, Louia. Élise, c'est à vous. Bonjour à tous, donc moi c'est Élise et je vais plutôt vous parler du jeu de rôle, et notamment du jeu de rôle sur table. Voilà, ma première séance, c'était, l'année dernière, quand j'étais en L2, sur un jeu de rôle, d'actualité où, j'étais joueuse pendant, bah, la guerre en Ukraine. Voilà, on était, sur le champ de bataille. Le but de cette, expérimentation, c'était de voir si les joueurs ou les spectateurs pouvaient réussir à mieux appréhender une situation, aussi complexe, lorsqu'on jouait au jeu de rôle. Il faut savoir que c'est une idée qui se base sur, heu, une idée de Fibre Tigre et Sébastien Mourécart. Voilà, toujours important de créditer, l'auteur des idées. Donc c'était ma première expérience en tant que joueur et ensuite j'en ai eu plusieurs avec plusieurs MJ différents et même avec, des passionnés de jeux de rôle. Ce qui m'a
appris que finalement, la qualité du maître de jeu dans le jeu de rôle est quand même assez importante pour l'immersion. Ensuite, avec deux autres camarades, j'ai participé à un concours organisé par notre université en partenariat avec Goodman Games, les éditeurs de Un Univers notamment, qui s'appelle Dungeon Crawl Classics. Et c'était dans cet univers qu'on devait écrire une aventure de jeu de rôle. C'était assez intéressant au niveau pédagogique parce qu'on devait écrire ça en anglais. C'était un concours international, mais aussi parce que ça demandait de la créativité, de la rigueur et une certaine autonomie. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais été joueur, mais j'avais jamais été maître de jeu. Donc écrire une aventure pour un maître de jeu, voilà, c'était plus compliqué. Mais finalement, on a gagné, donc je suppose que c'était pas mauvais ce qu'on a fait. Bon, depuis, j'ai été maître de jeu, notamment avec Louia. On a dû concevoir une partie euh, pour observer le passage de jeu de rôle à Wargames. Euh, et puis cette année, mon projet tutoré, c'est le jeu de rôle. Donc on est 4 personnes et en début d'année, Monsieur Lépinard nous donne des objectifs à remplir et on s'attelle à la tâche. Euh, Ça m'a permis d'être sur deux aspects du jeu de rôle assez intéressants. Le coaching d'une part, parce que on devait coacher une autre personne à devenir maître de jeu. Ça c'est intéressant. Pour devenir manager, forcément le rôle de coach doit être plus ou moins maîtrisé. Et aussi, on a essayé avec un de mes camarades d'écrire un article scientifique qu'on a présenté au CIGE, donc le colloque dont vous parlez, Monsieur Lépinard, tout à l'heure. Euh, bon, j'ai pas l'arrogance de dire que c'est un article scientifique digne de chercheurs ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça nous a appris beaucoup de choses. Le sujet, c'était peut-on améliorer l'esprit critique par le jeu de rôle sur table? Donc, on a essayé de proposer un dispositif euh, pour faire ça. Il faut toujours le tester. Voilà. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Et en plus de ça, évidemment, il y a eu tous les projets que Monsieur Lépinard vous a présentés. J'en ai vécu certains. Voilà. Des cours de management où là, on sort du jeu de rôle sur table. C'est plutôt le jeu de rôle dans la signification de on prend un rôle. Voilà. Donc, les cours de management où chacun prend un rôle de manager, de collaborateur et on joue au Wargames, ou les cours d'anglais où on joue à un jeu d'enquête pour parler, où on joue à des jeux comme Fiasco, jeu de cartes où encore on doit raconter des histoires, où on teste des JDR solo, on doit écrire en anglais une histoire en se basant sur un manuel qui s'inspire des mécaniques du jeu de rôle ou ce genre de choses. Donc voilà, ça a été un petit peu mon expérience en tant qu'élève dans une formation qui met en place des dispositifs inutiles. Merci beaucoup, Élise. Merci beaucoup, Loulia. Écoutez, on est parfait dans le timing. Bravo, mesdames. Écoutez, on peut prendre quelques questions. Alors, je dois pouvoir maintenant désactiver, enfin réactiver. Vous pouvez réactiver vos micros si je ne me trompe pas. Vous pouvez aussi poser vos questions via le chat s'il y en a. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter après et nous serons heureux voilà, de vous expliquer plus précisément ce qu'on fait ou répondre à d'autres questions qui vous viendraient plus tardivement. Alors, merci Charles pour votre question. Alors, les wargames ont des règles effectivement complexes, mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir une double approche. La première approche, c'est que l'apprentissage des règles mêmes fait partie intégralement de la dimension pédagogique. Ce qui est arrivé, notamment dans ce que vous a dit Louia en début d'année, sur la semaine de pré-rentrée des étudiants de première année. Donc, l'apprentissage collaboratif des règles fait partie
des objectifs d'apprentissage, finalement, hein, d'apprentissage au sens pédagogique. Par contre, comme vous a parlé Élise tout à l'heure, sur le cours de wargame, sur le cours de management, par contre, utilisé, où on déploie des wargames, là, on enlève les règles, on les allège au maximum et on se rend compte que deux, trois règles suffisent pour piloter un wargame complet. Et c'est aussi le cas d'ailleurs dans le JDR où on se rend compte que bah, déjà entre quatre étudiants aller à droite ou à gauche, ça prend déjà un quart d'heure. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de règles. Et donc, effectivement, pour le cours de Wargame, l'apprentissage des règles, donc en L2, ce que vivra Louia en septembre prochain, l'apprentissage des règles prend quelques minutes. Et d'ailleurs, pour le jeu de rôle en cours, c'est pareil, c'est quelques minutes, puisqu'on allège vraiment beaucoup. En Wargame, il suffit de se déplacer, et puis on a déjà quasiment toutes les choses qui suffisent pour faire le cours. Donc, on a vraiment cette flexibilité entre l'usage complet des règles et l'allègement complet. Ça dépend des objectifs pédagogiques, ça dépend si l'apprentissage des règles fait partie ou non du jeu, en fait. Voilà, et du cours. Alors, en fait, un wargame en tant que tel, donc, quand vous dites par rapport à d'autres outils ludopédagogiques, alors pour moi, je ne le comprends pas en termes forcément d'outils, mais en termes de méthode, puisqu'on est sur du serious gaming. Donc, si je reste dans le cadre du serious gaming, l'avantage principal du wargame est l'agentivité et l'intercréativité, c'est-à-dire la liberté d'action des joueurs et la co-construction collective de l'histoire. Et ça, c'est parfait pour certaines matières. Donc, tous les cours de management, tous les cours de gestion de projet, tous les cours de langue, eh bien, tout ça rentre parfaitement puisque ça demande une co-construction collective de l'histoire et donc de l'interaction et de l'interactivité. Donc, les wargames sont parfaits pour ce genre de cours où vous devez mettre en mouvement et plutôt en forme collaborative, un grand groupe, puisque les wargames, on peut les mettre, on les a mis jusqu'à 40 étudiants en même temps avec deux équipes de 20. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on me dit souvent, en fait, c'est de la compétition, sauf qu'on ne va jamais au bout d'ailleurs de l'exercice, mais en fait, comme on parle d'intercréativité, c'est-à-dire de co-construction de l'histoire, eh bien, en fait, dans un cours, même s'il y a des équipes opposées, c'est une vraie collaboration globale, puisque tout le monde a envie d'avancer. Et donc, tous les étudiants proposent finalement et réagissent par rapport à ce que font les autres. Donc, les wargames, c'est vraiment une flexibilité scénaristique aussi et des capacités d'agentivité particulièrement importantes. Donc, c'est plutôt par rapport à des types d'enseignement que le wargame est utile, ce qui n'irait pas du tout pour un autre type de cours, bien entendu. Mais dans le cadre des cours de gestion et de langue, c'est vraiment un outil parfait. D'ailleurs, wargame, JDR, c'est pour le coup la même chose et on est plutôt sur du JDR, jeu de rôle avec des petits groupes et plutôt du wargaming avec des grands groupes. Et ce que vous a pas dit Élise, parmi tout ce qu'elle a fait dans le jeu de rôle, son équipe travaille aussi sur le jeu de rôle multitable, d'ailleurs. Et le jeu de rôle multitable, c'est fait effectivement aussi pour aller un petit peu sur le type wargame, donc proposer du jeu de rôle sur un groupe plus important. Oui, alors ça, c'est... donc, je réponds à Erika. Ça, c'est un des résultats qui nous a le plus étonné. C'est que tous les étudiants réussissent à prendre le rôle de MJ. Alors, bien sûr, ce qu'a dit Élise, c'est important, mais c'est important dans un sens où le MJ a un travail lourd à préparer, à faire, mais dès lors que les scénarios sont assez dirigistes et sont fournis au départ, eh bien, on se rend compte que tous les étudiants sont capables, en 1 heure de préparation, de prendre un rôle de MJ pour un petit scénario d'un cours. Donc, on est sur des scénarios de 3 quarts d'heure, 1 heure. Et on se rend compte aussi, là aussi, c'est contre-intuitif, on ne s'y attendait pas, que non seulement ils en sont capables, bien entendu, il y a 1 ou 2 règles, c'est tout, mais en plus, ils sont capables d'improviser très rapidement. Alors, pas tous, hein, mais très rapidement, on a la moitié des groupes qui improvisent, et ça, c'est plutôt une sacrée surprise à laquelle on ne s'attendait pas. Donc oui, il faut leur faire confiance, il ne faut pas avoir peur, et dès lors que le scénario est un peu dirigiste,
Donc, ça marche très bien. Et donc, tout le monde prend le rôle de maître du jeu dans le cadre d'un cours de langue ou d'un cours de management, hein. Pas dans les projets dont vous avez parlé, Élise, où là, il y a vraiment un travail important sur déjà de préparation sur la dimension académique, sur l'esprit critique. Donc, ça, ce sont des scénarios qui sont très ficelés et où là, le maître du jeu ne peut pas donner la main comme ça. Mais par contre, dans les enseignements qu'on a mis en place, c'est extrêmement, et c'est une excellente surprise, et tout le monde a réussi. Mais vraiment tout le monde, hein. Et là, je ne vous parle pas de 2, 3 étudiants, hein. Là, on est sur plusieurs années, des dizaines d'étudiants, et tout le monde a réussi, plus ou moins bien, certes, mais aussi les camarades, ils ont envie de bien faire. Ils vont pas piéger le maître du jeu. Il y a quand même une bienveillance les étudiants, et donc quand ça bloque un peu, bah, eux peuvent rebondir pour aider le maître du jeu. Et dans ce contexte-là, il n'y a jamais eu aucune difficulté bloquante, en tout cas. Alors tout ça, on l'a expliqué, vous pouvez le trouver donc, dans les articles Madame Fournier, Noël et Madame Solnick ont écrit. Ils ont présenté ça, puisque ça a été vraiment une des surprises, et finalement un résultat intéressant en termes ludopédagogiques. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Guillaume, Élise et Louia de s'être rendus disponibles pour venir témoigner de ce projet. La vidéo sera disponible d'ici quelques temps. Merci encore et je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.